Is it working at the camera? Ah, vous comprenez. Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné. Et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e journée au Festival de La Rochelle. Et on va vous parler pour commencer de Rebecca. Qu'est-ce que vous en avez pensé des Boys? Moi, le récit ne m'a pas transcendé. C'était un bon récit Hitchcockien, classique. À part la fin qui m'a un peu étonné sur le fait. Bon, je vais pas vous spoiler, mais je pensais que ça allait prendre une autre tournure plus classique et plus intéressante finalement. Là, c'est finalement une histoire d'amour un peu ennuyeuse, finalement, au niveau du récit. Mais moi je trouve que c'est un peu ennuyeux. Un peu long aussi. Sur 2 heures de film, j'ai cru que c'était au moins 2h30. Mais sinon, sur le niveau de la mise en scène, des décors, de la photo, du jeu d'acteur, il n'y a rien à redire. Tout est bien, voire très bien. C'est du grand Hitchcock. Et voilà, donc objectivement, c'est très bon. Bon bah moi qui n'aime pas Hitchcock, je me suis retrouvé à défendre un de ses films devant deux personnes qui lui portent un intérêt certain le reste du temps, parce que j'ai trouvé que c'était un super film. Non, enfin voilà, je trouve que c'est un très très beau film, assez simple, une mise en scène maîtrisée, un rapport au gothique qui est assez génial. Si vous voyez le film, vous vous rendrez peut-être compte, c'est ce que je me suis dit, c'est que c'est une sorte de Belle et la Bête, mais à l'envers. Voilà, si vous n'avez pas lu le film, si vous le connaissez pas, vous verrez bien ce que ça vaut. Avec ses défauts, parce que c'est un film de 1940, c'est Alfred Hitchcock, premier film américain d'Alfred Hitchcock. Donc peut-être qu'on crissera des dents sur certains dialogues qui peuvent s'échanger les deux amants principaux. Mais à part ça, ça reste un film super solide. Étrangement, je vous recommande volontiers. Eh bien, je suis vraiment généralement très fan du cinéma de Hitchcock. Et du coup, en fait, le seul truc que j'ai vraiment à lui reprocher, c'est que c'est un bon Hitchcock, mais pas un grand Hitchcock, en fait. Ce qui est un petit peu bête, parce qu'au final, en termes de qualité pure, le film est bien. Mais je trouve que et je suis plutôt d'accord avec Arsène en ça, que le récit n'est pas spécial, n'est pas incroyable non plus. Il y a certains trucs très éculés, notamment les révélations à la fin du second acte. Je trouvais que ça se voyait venir à des kilomètres, tout simplement. Il y a aussi des petits détails qui m'ont gêné, des transitions que je trouve extrêmement kitsch. On s'est arraché les cheveux sur un freeze frame à un moment du film où il y a la majorité du syndrome qui pense que c'est mal foutu et une minorité, en l'occurrence, qui pense que c'est une intention artistique. Bref, on rentrera pas dans le débat. Tout ça pour dire que personnellement je trouve que c'est en effet un bon film, mais qui lui manque vraiment un certain cachet et surtout une certaine audace pour être vraiment un grand Hitchcock. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un film qui va vraiment avoir un récit ou une mise en scène qui vous transporte comme un Vertigo, comme un Psychose ou d'autres de ses chefs-d'œuvre. Mais voilà, je vous encourage quand même à le voir. Et sinon, hier avec Thomas, on est allé voir Voyage 2 de Stanley Donen avec donc Audrey Byrne, donc vu que ça fait partie de la rétrospective. Et bon, je vais me permettre d'être vulgaire, mais putain, c'est vachement cool comme film, vraiment, je trouve très très moderne en termes surtout déjà de forme, c'est-à-dire qu'on a énormément de valeurs de plan, c'est extrêmement rythmé, il y a quand même du contraste, c'est-à-dire qu'il y a certaines séquences qui savent prendre leur temps en termes de récit, d'autres qui vont vraiment être pas forcément speed, mais vont proposer des effets intéressants. En termes de fond aussi, il y a des très bonnes idées, j'aime beaucoup la manière dont les personnages justement fonctionnent, la manière dont ils se tournent autour, où ils s'enguirlandent, ils se chipotent, et aussi la manière dont leur relation amoureuse évolue. Pareil d'ailleurs pour le montage du film, qui du coup nous propose 3 gros segments, mais qui vont être mis entre guillemets dans le désordre, où on va faire beaucoup de transitions et t'appeler ça du coup du montage cérébral, où on fait pas mal
de raccords. Par exemple, on a une voiture rouge qu'on voit plusieurs reprises dans le film. Les personnages, par exemple, dans un segment vont partir en voiture rouge, on va les retrouver avec une autre voiture qui a à peu près la même couleur dans l'autre segment, et ça permet une transition vraiment fluide et intéressante. Et le film est vraiment, vraiment très bien rythmé, vachement moderne, surtout pour l'époque à laquelle il sort. Ça joue plutôt bien, j'ai vraiment quelques très rares moments de jeu ou quelques instants de montage à reprocher, mais ce serait vraiment du détail. Et non, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, c'est un très bon film. Stanley Donen n'a pas fait que Charade ou Chantons sous la pluie. Et non, vraiment, c'est très très cool et je vous le recommande très chaudement. Oui, je suis globalement assez d'accord. C'était mon premier film que je voyais dans lequel Audrey Hepburn avait joué. Parce que je connaissais pas du tout son taf, j'avais vu la séquence. Et du coup, très très chouette découverte. Surtout dans un film-là qui comment dire, qui n'évoque absolument pas l'idée qu'on peut avoir d'Audrey Hepburn bien fringuée avec son porte-cigarette de 14 mètres dans Diamant sur canapé. Puisque là, on est dans le tout dernier moment, disons, du classicisme hollywoodien. On a un moment, c'est l'année 67, 1967. Et on sent que Hollywood va pas très très bien ou qu'il se pose plein de questions. Et du coup, on a ce film, donc Voyage à deux ou Two for the Road en anglais, qui est une espèce de petite métaphore sur la vie conjugale, en gros. Et il va explorer à quel point ça peut être trouble, ça peut être compliqué, ça peut tourner à vide, très souvent, décevant aussi. Et le film va explorer ça, donc comme l'a dit Olivier, avec un jeu sur un enchaînement de séquences qui sont complètement désynchronisées. On va passer du début de leur relation à la toute fin en un raccord, parfois avec un sens de la transition, parfois avec un sens du cut assez percutant. Mais non, voilà, c'est un très très beau film. Et je suis ravi de l'avoir découvert sur grand écran et d'avoir découvert Audrey Hepburn comme ça. Il y a le syndrome ciné juste avant Salon. Alors Thomas, ça va? Oui, je refuse. Voilà. Sinon, hier, on a aussi vu Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini. Je pense qu'on n'a pas spécialement envie de rajouter quelque chose là-dessus. Ça fait mal. À voir si ça fait du bien de se faire mal comme ça. Il y a débat, mais effectivement, il n'a pas volé sa réputation de film choc. Voilà. Ou non. Mais du coup, ce matin aussi, on a vu un film portugais, du coup, vu qu'on vous promettait ça depuis le début du festival, qui est du coup L'étrange affaire Angelica, réalisé par Manuel de Oliveira. C'est vachement dommage, vraiment, il y avait moyen de faire un très bon film, c'est-à-dire que personnellement en tout cas j'ai vraiment été emporté par la première demi-heure du film où il y a une vraie ambiance. C'est un cinéma assez lent qui se raconte vraiment par des plans fixes, il y a quasiment que ça dans le film. Je pense que les mouvements de caméra ou les très rares plans caméra à l'épaule, il y en a 2 dans le film, se comptent vraiment sur les doigts de la main. Mais c'est assez intéressant, il y a un vrai sens du cadrage, c'est-à-dire que les plans sont très très bien composés et la première demi-heure fonctionne bien. On est un peu face à une sorte de simili blow-up. Alors j'aime vraiment pas blow-up, au cas où vous ne l'auriez pas compris, mais pour le coup je trouvais que ça fonctionnait quand même jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on a une scène de rêve où il y a, bon je spoil un petit peu, mais un fantôme qui vient visiter le personnage principal, et pour les effets spéciaux on parle généralement de réalisme moyen, c'est-à-dire que on va essayer d'atteindre quelque chose qui est en partie réaliste mais pas totalement non plus, et le film nous montre assez bien ça, c'est-à-dire qu'on a une scène à effets spéciaux 30 minutes plus tard, où on a un fantôme qui va voir le personnage principal, et les tons de blanc, vu qu'on est en noir et blanc dans cette scène-là, correspondent tout en ayant une certaine transparence, c'est-à-dire que le personnage du fantôme est là sans être là. Et dans la scène en milieu de film où il y a pour la première fois un fantôme qui se ramène, non. Juste non, c'est inadmissible, c'est digne des plus grands navets ou des plus grands nanars. Un personnage de fantôme qui déjà a beaucoup trop de transparence, qui ensuite ressort beaucoup trop, qui est surexposé de ouf, ça pue le fond vert à des kilomètres, et à partir de là le film c'est juste, ça baisse en termes de rythme, et c'est de moins en moins convaincant. Personnellement à la fin j'y croyais plus. Il y a aussi un gros souci de mise en scène, je trouve la preuve qu'on peut avoir une mise en scène qui est intéressante, et aussi un réalisateur qui a une patte mais qui ne correspond pas au sujet ni à la manière de raconter le film. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne sent la descente du personnage principal vers la folie, où c'est extrêmement succinct, extrêmement rapide, et même en termes de jeu d'acteur et tout. Je rajouterais aussi très vite un détail, c'est-à-dire qu'il y a des éléments du cadre qui nous font oublier le film, c'est-à-dire qu'à un moment on a un chat qui se ramène dans le cadre, et personnellement en tout cas, et je crois que c'était un peu la même pour toi Toto, on avait fait une fixette sur le chat qui était vraiment trop mignon, et on en a oublié les sous-titres et le film. C'est ça le risque d'avoir 2 points d'intérêt, et du coup au final non,
non, grosse déception. Non, en effet, moi quand j'ai vu je connaissais pas le film, mais quand j'ai vu son nom, L'étrange affaire Angelica sur le programme, je me suis dit, ah tiens, un petit film policier portugais, voyons voir. En plus, à quoi ça ressemble? Parce que Manuel de Oliveira, c'est un peu le dinosaure du cinéma portugais, parce que le premier film qu'il réalise, il sort en 1942. Ça, c'est son avant-dernier film qui sort en 2010, mais c'est pas du tout une enquête policière. Et bien que je m'attendais à une dimension un peu crépusculaire, mais donc je m'attendais à un film assez froid, où on pense à la mort, on pense à la fin. Et effectivement, on sent que le réalisateur est très très âgé derrière la caméra. Il y a plein de petits symboles. On parle du fait que on mentionne, enfin c'est tout con, mais le film est tout à fait conscient qu'il y a un temps ancien, il y a une ancienne manière de travailler, il y a une ancienne manière de faire de la photographie, puisque le personnage qui est un peu avatar du réalisateur fait de la photographie argentique et non pas numérique. Alors, et même beaucoup de décors du film, on donne l'impression que c'est un film qui se déroule dans le passé, mais en fait pas du tout, parce que les voitures sont tout à fait modernes. Donc c'est un film qui peut être intéressant théoriquement, c'est voilà un des derniers films du dinosaure du cinéma portugais qui filme le Portugal. Mais le récit est si cryptique et incompréhensible que ça devient un peu chiant à suivre. C'est insupportable. Malgré le style intéressant et mystérieux pendant la première demi-heure, comme tu le disais, ça devient vraiment imblairable. Non, enfin voilà, c'est un machin peut-être intéressant si on a éventuellement vu 50 films du réalisateur, parce qu'on en a fait à peu près 50, hein, peut-être plus. Mais perso, ouais, non, j'ai trouvé ça soporifique. Le film du jour, du coup, c'est Sabrina de Billy Wilder, qui est un très chouette film, je trouve. Assez bien réalisé, avec du coup des bonnes performances d'acteurs, évidemment. Il y a Audrey Hepburn, très très drôle aussi. Non, je trouve que vraiment c'est un film qui fonctionne très bien, comme d'habitude chez Wilder. Il y a un vrai timing comique et tout. C'est bien, et c'est bien quoi. C'est tout. Oui, en effet, c'est un très très chouette film. Je connais pas bien Billy Wilder. C'est vrai que, comment dire, il y a un rapport à la narration déjà qui est très très différent à ce que pouvait faire Manuel de Oliveira dans son film, par exemple. Puisqu'on est sur un cinéma hollywoodien classique, dans une industrie qui produit du récit, qui produit des personnages avec des arcs bien définis, qui produit de l'efficacité. C'est un film qui dure un peu moins de 2 heures, et même si on peut trouver ça long avec nos standards actuels, c'est quand même un film qui blinde beaucoup de choses narrativement, donc il se passe énormément de choses, les personnages évoluent beaucoup. Et effectivement, oui, que ce soit du niveau gag ou dans un dialogue un peu grinçant, le film est très très drôle, le film est assez touchant, le film est probablement assez juste pour l'année 1954 sur les thématiques qu'il veut aborder, mais il y a tout plein de choses compliquées à digérer aujourd'hui. Et finalement, il le valide, mais c'est ça. Donc écoutez, allez voir ça, hein, c'est très chouette. Et du coup, ce soir, on va voir Le Clan des Siciliens de Thierry Marchand. C'est pas ça du tout. Je suis fatigué. Du coup, ce soir, on va voir Le Clan des Siciliens de Henri Verneuil. Et que dire de plus, à part qu'on espère que ce sera bien. Et que demain sera une nouvelle journée pleine de films et de surprises. Donc, rendez-vous pour la prochaine fois. Et puis, voyez des films, abonnez-vous et prenez soin de vous.